Malgré les grandes avancées technologiques et l'effervescence de l'industrialisation, depuis le début des années 1970, la société a progressivement réalisé que ce développement devra faire face aux limites des ressources planétaires et prendre en considération le facteur de population croissante. Ces idéologies sont plus communément appelées aujourd'hui le développement durable. Alors le développement durable, qu'est-ce que c'est ? Il se base en fait sur 3 piliers, l'aspect sociétal, économique et environnemental. C'est finalement l'équilibre entre ces 3 piliers. Les objectifs du développement durable ouvrent la voie vers un avenir plus sûr pour tous. De nombreux acteurs, tels que des organisations mondiales, les gouvernements ou encore des entreprises, cherchent à répondre à ces nouveaux défis mondiaux, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat ou encore à la dégradation de l'environnement. Concernant les catastrophes climatiques, l'élévation du niveau des eaux est un problème majeur et les scientifiques s'accordent tous à dire que la montée des eaux aura des conséquences importantes sur la migration des populations. Que ces estimations soient alors optimistes ou pessimistes, beaucoup de ces villes seront inondées. Il est donc nécessaire de prendre mesure afin de s'adapter à ces changements et d'anticiper la relocalisation de la population ainsi que la création d'infrastructures nécessaires au bon fonctionnement du monde moderne. Parmi les zones les plus à risque selon Climate Central, nous retrouvons la Chine, le Vietnam, l'Inde ou le Bangladesh, avec les mégalopoles côtières asiatiques telles que Shanghai, Tokyo ou encore Osaka. L'Europe ne sera pas épargnée non plus avec en première ligne les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France. De même, toute la côte nord-atlantique américaine est également en danger. Les prévisions annoncent que d'ici la fin du siècle, Cambridge sera inondée à 86%, Boston à 37% ou encore Miami à 99%. Cette étude reconnaît que l'élévation des niveaux des eaux ne sera pas homogène à l'échelle mondiale, mais qu'elle sera influencée par la barymétrie côtière, la topographie locale et les marées. C'est donc 3,8 milliards de personnes résidant à moins de 150 km du rivage et les rivages naturels seront artificialisés. Cette urgence climatique intégrée aux problématiques actuelles du développement durable oblige les gouvernements et politiques à orienter leur investissement dans une nouvelle organisation de l'espace et de nouveaux types d'aménagements. La première de ces transitions, la plus urgente, la plus impérieuse, c'est évidemment le climat. Le climat doit être au cœur du projet national et européen. L'état d'urgence climatique, il est là. Alors, en partant de l'hypothèse qu'il faudra reloger plusieurs milliards de personnes, des architectes, ingénieurs et autres experts ont imaginé depuis une dizaine d'années déjà des espaces autosuffisants capables d'accueillir ces populations. Les villes flottantes. Plusieurs de ces projets mis en place ont considérablement cassé les codes usuels de nos habitats et proposent une nouvelle manière de l'imaginer. Ces projets ne sont pas nouveaux, Paul Maimon a imaginé la première ville flottante non mobile de l'histoire en 1959 et elle se prénommait Thalassa. Ces villes flottantes ont été pendant longtemps considérées comme des utopies seulement accessibles aux plus riches. Mais aujourd'hui, ces villes aux allures futuristes sont réellement envisagées, étudiées et soutenues politiquement. Mais ces nouveaux aménagements peuvent-ils être considérés comme un bénéfice pour tous ? Afin d'intégrer ces villes flottantes dans un système dit durable, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des besoins et des futurs acteurs. Permettre la création d'emplois, d'espaces de loisirs et de rencontres, de commerces, un habitat chaleureux ou encore des établissements scolaires. Cependant, l'aspect social tend à être très différent entre les villes côtières rattachées à la terre et celles en haute mer. Les villes côtières permettent aux habitants d'avoir de plus grandes libertés en ayant des facilités pour voyager ou pour se déplacer comme il est possible de le faire avec nos modes de vie actuels. A contrario, les villes à la dérive imposent une toute autre situation. Ces villes ne permettent pas aux habitants de rejoindre les terres facilement. Ces derniers se retrouveront donc en isolement quasi total au milieu de l'océan. On peut prendre comme exemple le projet Greenfloat. Cet ensemble d'îlots supportant une tour d'habitation géante et pouvant héberger jusqu'à 10 000 personnes à tout d'une ville autonome. Possédant des parcelles agricoles, forestières et également des plages aménagées, ce projet a tout pour nous séduire. Chaque cellule pourrait dériver à sa guise sur le Pacifique, mais pourrait former avec d'autres cellules des ensembles plus larges, équivalents à de grandes villes. Ce projet permettrait de former des communautés rendant possible la création de liens sociaux. Les tours principales seraient entourées de terres cultivables et de forêts et permettraient une autosuffisance en termes de nourriture. L'agriculture pourrait alors se développer aux alentours, sur îlots, mais également dans l'océan. De plus, les tours seraient construites grâce à un métal léger, dérivé du magnésium, présent dans les eaux salées et qui ne dérangerait pas l'écosystème marin. Ces villes sur mesure donnent l'occasion de développer des technologies vertes et de créer des villes à émissions zéro carbone. Pour se concentrer sur l'énergie houlomotrice, énergie tirée de la force des vagues, cette ressource peut être exploitée sur de grandes surfaces maritimes.
Cependant, cette technologie est confrontée à certaines difficultés, sa faible résistance aux conditions extrêmes de température, à la corrosion ou encore à l'accumulation de dépôts d'origine biologique sur la surface. Toujours concernant les énergies, ces villes en haute mer se positionneraient sur l'équateur, car la température y serait idéale en termes de consommation. Il y aurait moins nécessité de chauffer et de climatiser. Il y aurait également la possibilité de maximiser la production et le rendement énergétique par des panneaux photovoltaïques. Mais les architectes ne souhaitent pas en rester là, à des projets arrimés dans le port, et cherchent à avoir encore plus grand. Un autre projet, le Sea3, conçu pour les bassins portuaires dans les villes côtières, pourrait également être utilisé dans les villes marines. Il a été conçu par les Hollandais de Water Studio. Cette haute structure, entièrement végétalisée d'arbres maritimes, aiderait à lutter contre l'épuisement environnemental des grandes cités. Elle comporterait des potagers verticaux, des terrasses plantées pour nourrir les citadins, capterait le CO2 et y habiterait une quantité d'animaux importants tels que les oiseaux, les abeilles, les chauves-souris, les insectivores, qui pourraient impacter positivement sur la côte et la ville proche. Dans le cadre de plusieurs sommets de l'ONU, il a été question de supporter des projets de villes flottantes afin d'accueillir les réfugiés climatiques. Cependant, la principale cause de découragement pour les gouvernements est le coût de ces infrastructures. Actuellement, il est inenvisageable que les pays nécessiteux puissent investir dans de tels projets alors qu'ils sont nombreux à être en première ligne de la montée des eaux. Les grands acteurs de la Silicon Valley ont déjà été tentés par de tels scénarios en imaginant l'artisanapolis. L'une de ses grandes caractéristiques, c'est de s'affranchir des États pour créer des communautés offshore. Ce projet a été présenté en 2016 par Futurisme et le prix du mètre carré est de 4 000 €, compte approximativement 2 500 € en moyenne en France en 2020, et le coût de construction s'élèverait entre 30 millions et 50 millions de dollars US. La création de ces villes nécessite de repenser à la fois à l'organisation économique mais également politique. On peut donc se demander si ce type de ville ne pourrait être destiné qu'à une population en mesure de payer de telles sommes. Alors que ces aménagements soient mis à disposition des habitants, de l'agriculture, à des fins administratives ou bien qu'ils ne soient encore qu'au stade de simples projets pilotes, ces projets d'infrastructures innovants nous livrent un précieux témoignage relatant la volonté de développer des constructions tout en valorisant l'utilisation d'énergie plus forte. Il est ainsi possible de repenser les modes de vie et l'organisation du territoire. Ces villes sont pensées de manière à en prendre en compte à la fois les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, tout en valorisant une économie circulaire. Néanmoins, ce type de projet manque de recul. Même si la montée des eaux est un phénomène climatique non négligeable, beaucoup de perspectives restent encore floues et rendent incertaine la viabilité d'un tel mode de vie. Tout le monde pourrait-il y avoir accès vu les coûts d'investissement aussi élevés ? Les législations s'adapteront-elles en faveur de ce type d'aménagement ? Le bien-être de la société pourra-t-il être garanti sur le long terme ? Et vous, pourriez-vous envisager ce nouveau mode de vie ?